Je m'appelle Gabriel. J'ai 32 ans. Il y a exactement 6 mois, les personnes qui étaient censées m'aimer et me protéger le plus ont commis une trahison si calculée, si incroyablement froide qu'elle a brisé ma réalité et changé la trajectoire de toute ma vie pour toujours. Pendant 13 années consécutives, j'ai bâti une entreprise de logistique médicale à haut risque en partant de zéro. J'ai sacrifié ma jeunesse, ma santé, mes relations personnelles et ma santé mentale pour transformer une idée chancelante et désorganisée en une entreprise hautement rentable évaluée à 4,8 millions de dollars. Et alors que j'étais assis à un dîner de famille célébrant nos succès, croyant que nous étions là pour porter un toast à un trimestre financier record, mes parents ont simplement transmis l'intégralité de l'entreprise à mon frère cadet, Alexis, le chouchou paresseux de la famille. Ils ont souri sous la lumière chaude et coûteuse du lustre du restaurant. Mon père m'a regardé droit dans les yeux, a levé son verre de whisky et a dit « Tu travailleras sous ses ordres, Gabriel. Il mérite une promotion. Il a des enfants et doit financer leurs études. » Ils m'ont humilié là, dans le salon privé d'un grand restaurant de grillades de Chicago, devant le personnel de service. Mais il y a une chose capitale que ma famille ne savait pas. Ils pensaient reprendre un empire clé en main, totalement inconscient du fait que le logiciel de routage propriétaire qui maintenait toute l'activité en vie m'appartenait exclusivement. Et aujourd'hui, ils font face à une ruine financière totale et me supplient de les aider. Avant de vous raconter exactement comment j'ai démantelé leur grande illusion et reconstruit ma propre vie à partir des cendres, aimez cette vidéo si vous pensez que le fruit d'un travail acharné ne devrait jamais être volé, et dites-moi en commentaire d'où vous me regardez aujourd'hui. J'aime toujours voir jusqu'où ces histoires voyagent. Revenons maintenant à la nuit où l'illusion a volé en éclats. La salle privée du restaurant Gibson semblait étouffante. Nous étions censés célébrer. Je venais de conclure un contrat pluriannuel massif avec un réseau hospitalier régional, sécurisant les revenus de notre entreprise pour la demi-décennie à venir. C'était le couronnement de ma carrière. Je portais mon plus beau costume, celui que je m'étais offert après avoir franchi le seuil des 2 millions de dollars de valorisation. L'air dans la pièce était chargé de la riche odeur de la viande grillée, de l'ail rôti et du chêne lourd des boiseries. C'était une pièce conçue pour des personnes puissantes prenant des décisions puissantes. Je pensais être l'une d'entre elles. J'allais bientôt apprendre que je n'étais qu'un simple exécutant. De l'autre côté de la table était assise ma mère, Éléonore. Elle buvait son cabernet coûteux avec ce sourire exercé et serein qu'elle utilisait lors des réunions de son syndicat de copropriété pour charmer les gens qui ne la connaissaient pas vraiment. Elle portait ses perles et un chemisier en soie impeccable, incarnant parfaitement la matriarche de banlieue aisée et sans souci. Elle s'était toujours plus souciée des apparences que de la réalité. À côté d'elle se trouvait mon père, Charles. C'était un homme qui avait toujours cru que le volume sonore et l'intimidation physique pouvaient remplacer une véritable capacité de direction. Il faisait tourner son whisky dans son verre, observant la pièce avec un sentiment de propriété d'une agressivité contenue. Il avait créé une petite tournée de livraison locale des décennies plus tôt, mais c'est moi qui l'avais transformé en un géant de la logistique médicale. Et puis il y avait Alexis. Mon frère cadet avait 29 ans, impeccablement vêtu d'un costume italien sur mesure que je savais pertinemment qu'il ne pouvait pas s'offrir avec son salaire actuel. Il possédait cette confiance arrogante et non méritée que seule une vie passée à être continuellement tirée d'affaire par ses parents peut procurer. Il était assis là, consultant son téléphone, totalement désintéressé par le fonctionnement concret de l'entreprise que nous étions censés célébrer. Il avait l'air de s'ennuyer. Il s'ennuyait toujours, à moins que la conversation ne tourne autour de son propre confort. Le serveur, professionnel dans sa chemise blanche impeccable, a débarrassé nos assiettes. Le tintement des fourchettes s'est estompé et un silence lourd, délibéré, est tombé sur la table. Le genre de silence qui précède une tempête dévastatrice. J'ai regardé mon père, m'attendant à ce qu'il lève son verre pour un toast. Je m'attendais à ce qu'il dise enfin les mots que j'avais passé toute ma vie d'adulte à attendre. Je voulais qu'il dise qu'il était fier de moi. Je voulais qu'il reconnaisse que mon travail exténuant, mes vacances sacrifiées et mes nuits blanches avaient une réelle valeur pour cette famille. Au lieu de cela, ma mère a plongé la main dans son grand sac de créateur. Elle a sorti un dossier en cuir bleu marine épais. Il semblait lourd, officiel et totalement décalé à côté des verres en cristal et des serviettes en lin blanc. Elle l'a fait glisser doucement sur la nappe. Il n'est pas venu vers moi. Il s'est arrêté juste devant Alexis. J'ai vu la main de mon frère se poser dessus. Ses doigts manucurés ont suivi le sceau doré de notre entreprise imprimé sur la couverture.
J'ai regardé ma mère, totalement confus. J'attendais une explication. Peut-être lui donnait-il une participation minoritaire? Peut-être voulait-il qu'il prenne la tête d'une petite division régionale pour lui enseigner enfin les bases de la responsabilité? Éléonore a croisé mon regard avec un calme absolu et glaçant. Ses yeux étaient totalement dépourvus de chaleur. Elle m'a dit que j'avais porté le fardeau bien assez longtemps. Elle a dit qu'il était temps que mon frère ait une vraie stabilité dans sa vie. Elle me parlait comme si elle me libérait d'une corvée pénible, comme si elle me demandait de cesser de tondre la pelouse, plutôt que de me dépouiller du travail de toute ma vie, de mon identité et de ma seule source de revenus. Alexis en a besoin, Gabriel, a-t-elle dit, sa voix fluide et rodée, totalement exempte de toute affection maternelle. Tu es si fort. Tu trouves toujours des solutions. Mais Alexis a besoin d'une vraie base. J'avais l'impression d'assister aux funérailles de ma propre loyauté. Mon cerveau ne parvenait même pas à traiter l'audace inouïe de sa déclaration. Avant que je ne puisse formuler le moindre mot de protestation, mon père s'est adossé dans son lourd fauteuil en cuir et a croisé les bras sur sa poitrine. Il a utilisé sa voix forte et autoritaire, le ton exact qu'il employait pour effrayer les sous-traitants et intimer aux ouvriers de l'entrepôt de faire des heures supplémentaires non payées. Il m'a dit que je resterais, bien sûr. Il a dit que je travaillerais sous les ordres d'Alexis désormais, en tant que vice-président des opérations. Alexis est le visage de cette famille, a déclaré Charles, me regardant comme si j'étais un employé décevant plutôt que son fils aîné. Il a un prêt hypothécaire sur sa nouvelle maison. Il doit constituer un fonds d'études pour ses jeunes enfants. Il mérite un salaire conséquent et le titre de PDG pour maintenir son rang dans la communauté. C'est une promotion pour l'héritage familial. Gabriel, tu le soutiendras. C'est ton devoir. Je suis resté là, parfaitement immobile. Je n'ai pas cligné des yeux. Mon cœur battait contre mes côtes comme un oiseau en cage, mais à l'extérieur, j'étais figé. J'ai regardé les papiers de transfert juridique qui dépassaient du dossier bleu. Ils les avaient déjà signés. Les avocats avaient déjà préparé les documents. Ce n'était pas une discussion, c'était une exécution. J'ai regardé Alexis. Mon frère n'avait même pas la décence d'avoir l'air coupable. Il n'avait pas l'air désolé. Il m'a juste adressé un petit sourire condescendant. Il était tout à fait prêt à accepter 13 ans de mon sang, de ma sueur et de mes nuits blanches comme un droit de naissance absolu. Il traitait mon entreprise épuisante comme un héritage garanti, servi sur un plateau d'argent sans qu'il ait eu à lever le moindre petit doigt. Chaque fibre de mon être voulait renverser la lourde table en chêne. Je voulais hurler jusqu'à ce que les verres en cristal se brisent. Je voulais attraper mon père par les revers de sa veste coûteuse et lui énumérer chaque fête manquée, chaque rendez-vous annulé, chaque nuit glaciale passée à router des camions pendant qu'Alexis détruisait des voitures de luxe et accumulait des dettes de cartes de crédit massives. Je voulais savoir pourquoi ma vie était considérée comme un dommage collatéral pour son confort. Mais je ne l'ai pas fait. Dans cette salle à manger stérile et silencieuse, entourée de verres à moitié vides et des restes d'une fausse célébration, une clarté soudaine et absolue s'est imposée à mon esprit. Discuter avec des gens qui ont déjà rationalisé votre destruction est une perte de temps totale. Vous ne pouvez pas raisonner avec des voleurs qui pensent sincèrement avoir droit à votre portefeuille. Si je hurlais, je serais le fou. Si je pleurais, je serais le faible. Si je me disputais, je validerais leur autorité sur moi. J'ai donc fait la seule chose qu'ils n'attendaient absolument pas, j'ai ri. Ce n'était pas un rire hystérique. C'était juste un petit rire court, sec et sincère d'incompréhension totale. J'ai hoché la tête, j'ai regardé le visage suffisant d'Alexis et je me suis levé. J'ai repoussé ma chaise très soigneusement, en m'assurant qu'elle soit parfaitement alignée avec le bord de la table. J'ai regardé mes parents qui me fixaient maintenant avec un mélange de confusion et d'inquiétude légère. Profitez de votre dessert, ai-je dit doucement. Puis je me suis retourné et je suis sorti du restaurant. Je n'ai pas regardé en arrière. Je n'ai pas attendu le voiturier. Le vent de Chicago m'a frappé comme un coup physique à la poitrine dès que j'ai posé le pied sur Rush Street. Il faisait bien en dessous de 0, mais je n'ai pas boutonné mon par-dessus. J'avais besoin du choc de l'air froid pour me rappeler que je respirais encore, que j'étais toujours vivant. Il pensait venir d'acquérir un empire. Il pensait avoir sécurisé l'avenir d'Alexis, mais il n'avait absolument aucune idée de ce qu'il venait réellement de faire. J'ai marché pendant 3 kilomètres dans le froid glacial.
Chaque pas que je faisais ressemblait à une rediffusion physique des 13 dernières années de ma vie, une pellicule lourde et angoissante de souvenirs soulignant exactement à quel point j'avais saigné pour cette famille. Voyez-vous, le secteur de la logistique médicale ne consiste pas simplement à déplacer des cartons d'un entrepôt à un quai de chargement. C'est un jeu extrêmement complexe et impitoyable. Il s'agit de maintenir une chaîne du froid stricte et ininterrompue pour des fournitures vitales. Nous transportions du plasma sanguin, des médicaments oncologiques très sensibles, des vaccins expérimentaux et des tissus destinés aux greffes. Si la température interne à l'intérieur de l'un de nos camions réfrigérés baisse ou augmente d'un seul degré, l'ensemble du chargement est instantanément détruit. Les patients ne reçoivent pas leur traitement critique, et le procès qui en résulte de la part des prestataires médicaux peut vous failliter du jour au lendemain, détruisant votre réputation de manière permanente. J'avais conçu nos protocoles de conformité stricts en partant de zéro, travaillant tard dans la nuit pendant que mes pères étaient dans des bars à vivre leur vingtaine. Tout en passant devant les vitrines sombres et scintillantes du centre-ville de Chicago, je me suis souvenu de mes 24 ans. C'était la veille de Thanksgiving. Un blizzard historique s'était abattu sur le Wisconsin, déposant 60 cm de neige en quelques heures. Notre chauffeur indépendant principal avait démissionné par téléphone, terrorisé par les conditions routières. Nous avions une cargaison critique d'antibiotiques pédiatriques qui devait absolument atteindre un hôpital rural le matin même. Je n'ai pas appelé mes parents à l'aide. Je ne me suis pas plaint. J'ai pris les clés d'un camion frigorifique de secours et je l'ai conduit moi-même. Le chauffage dans la cabine de ce vieux camion était cassé. Le vent hurlait à travers les joints fissurés des fenêtres. J'ai conduit pendant 9 heures d'affilée à travers une neige aveuglante, avec une couverture de survie bon marché en aluminium enveloppée autour de mes épaules tremblantes. Mes mains serraient le volant au point que mes articulations étaient devenues blanches. J'avais si froid que mes dents claquaient à se fendre. Mais j'ai gardé les yeux fixés sur la route verglacée, terrorisé à l'idée que si je m'écrasais, ces enfants du service pédiatrique n'obtiendraient pas leurs médicaments. Lors de ce même Thanksgiving, Alexis était à Canquin. Il maximisait la carte de crédit de ma mère en jet-ski, en service de bouteilles VIP et en frais de station balnéaire coûteux. Lorsque la facture de carte de crédit massive est arrivée 2 semaines plus tard, Éléonore l'a payée sans un seul mot de réprimande. Elle a appelé cela une dépense nécessaire pour la santé mentale d'Alexis. Elle disait que le temps hivernal le rendait toujours déprimé. J'étais toujours le cheval de trait. J'étais le moteur fiable qui maintenait la machine familiale en marche, tandis qu'Alexis était l'ornement de capot brillant qu'ils astiquaient et montraient aux voisins. Je travaillais 100 heures par semaine parce que j'étais désespéré, pathétiquement désespéré d'obtenir l'approbation de mon père. Je voulais que Charles me regarde avec la même fierté non méritée qu'il déversait sur Alexis. Je pensais que si je bâtissais une entreprise assez grande, si je générais assez de richesses, il verrait enfin ma vraie valeur. Quand j'avais 26 ans, l'entreprise se développait bien plus vite que ce que je pouvais gérer manuellement avec de simples tableurs. Nous ne pouvions absolument pas nous offrir les solutions de routage d'entreprises massives du marché. Ces logiciels coûtaient des centaines de milliers de dollars en frais de licence, de l'argent dont nous avions besoin pour l'entretien de la flotte et les primes d'assurance. Alors au lieu de dormir, j'ai passé mes nuits à apprendre à coder. Je buvais du café noir bon marché et fixais un écran lumineux jusqu'à ce que mes yeux soient injectés de sang et me brûlent. En 2 ans d'épuisement, j'ai construit un programme rudimentaire et l'ai perfectionné sans relâche pour en faire un algorithme propriétaire extrêmement sophistiqué. Je l'ai nommé Sentinel. Sentinel était un chef-d'œuvre de logistique. Il prédisait les retards météorologiques importants grâce à des flux météorologiques. Il optimisait la consommation de carburant sur l'ensemble de la flotte et, plus important encore, il gérait automatiquement les protocoles de chaîne de traçabilité. Si l'unité de réfrigération d'un camion fluctuait d'à peine un demi-degré, Sentinel alertait instantanément le chauffeur, faisait sonner mon téléphone et reroutait le camion vers une installation sûre pour protéger la cargaison. C'était le cœur invisible de l'entreprise. Parce que j'étais naïf et parce que je croyais implicitement à la loyauté familiale, je n'ai jamais facturé un seul centime de frais de licence à l'entreprise pour Sentinel. Je l'ai simplement installé sur les serveurs principaux et les laissé tourner, générant des millions de bénéfices nets pour mes parents. Mais grâce au conseil extrêmement paranoïaque d'un brillant ami avocat d'affaires nommé Mathieu, j'avais formellement déposé le droit d'auteur et le code source de Sentinel sous ma propre SARL personnelle, totalement séparée de l'entité d'entreprise familiale. Je l'avais fait des années plus tôt en me disant que c'était une simple formalité juridique standard pour protéger ma propriété intellectuelle contre des concurrents extérieurs. Jamais,
dans mes cauchemars les plus sombres, je n'aurais pensé que j'en aurais réellement besoin pour me protéger de mon propre sang. J'ai fini par atterrir dans un restaurant ouvert 24 heures sur 24 à la lisière de la ville. C'était le genre d'endroit avec des enseignes aux néons clignotantes, des banquettes en vinyle craquelées et des serveuses fatiguées qui ne demandent pas pourquoi un homme en costume coûteux est assis tout seul à minuit. J'ai commandé un café noir, j'ai sorti mon téléphone et j'ai composé le numéro de la seule personne du secteur en qui j'avais vraiment confiance, Jacques. Jacques était un vétéran de la logistique à la retraite. Il m'avait parrainé lors des premiers jours brutaux de l'entreprise. C'était un homme bourru, pragmatique, qui comprenait les réalités laides et impitoyables du monde des affaires. Il a répondu à la deuxième sonnerie, la voix enrouée par le sommeil, mais instantanément alerte. Je lui ai tout raconté. Je n'ai adouci aucun détail. Je lui ai parlé du dossier en cuir bleu, de la pathétique excuse du fonds d'études et du fait écœurant que mes parents avaient réussi à manœuvrer la structure d'entreprise pour me destituer formellement de mon propre fauteuil de direction. J'ai expliqué comment ils avaient utilisé ma loyauté contre moi pour sécuriser un salaire massif et non mérité à Alexis. Jacques a écouté toute l'histoire sans m'interrompre une seule fois. Quand j'ai enfin cessé de parler, la poitrine oppressée par une rage contenue, le silence sur la ligne s'est étiré pendant 1 minute entière. Pouvait entendre le faible son d'une télévision diffusant une pub de nuit en arrière-plan chez lui. Enfin, il a parlé. Il ne m'a pas offert de pitié bon marché. Il ne m'a pas dit que tout irait bien. Il m'a posé une question qui a totalement réaligné mon esprit et changé le cours de ma vie. Gabriel, a-t-il dit, sa voix étant un grognement grave et rauque. Qu'est-ce que tu veux vraiment faire? Pas ce que tes parents attendent de toi. Pas ce que tu penses devoir faire pour maintenir la paix pendant les fêtes. Qu'est-ce que Gabriel veut? J'ai regardé mon propre reflet dans la vitre sombre et salie du restaurant. J'ai vu un homme qui paraissait 10 ans de plus que son âge. J'ai vu un homme qui avait été saigné à blanc par des vampires émotionnels. J'ai réalisé à ce moment précis que j'en avais totalement fini d'être le moteur de la famille. J'en avais fini de me brûler pour garder des gens toxiques au chaud. Je voulais mon propre nom sur la porte. Je voulais une forteresse bâtie de manière si solide, si impénétrable, qu'aucun membre de ma famille ne pourrait plus jamais me déchoir de mon rôle. J'ai serré le téléphone fermement. Je vais leur laisser la coquille vide de l'entreprise, Jacques. Laissons Alexis avoir son nouveau titre brillant. Mais je prends la colonne vertébrale. Jacques a eu un petit rire. C'était un son sombre et approbateur. J'ai payé mon café, laissé un pourboire de $100 à la serveuse et suis ressorti dans la nuit glaciale. Le choc paralysant s'était totalement dissipé. Il était remplacé par une discipline froide, méthodique et terrifiante. Je suis rentré dans mon appartement sombre à 2 heures du matin. Je n'ai pas pris la peine d'allumer les lumières. La lueur des lampadaires extérieurs projetait de longues ombres nettes à travers mon salon. Je suis allé droit dans mon bureau à domicile, j'ai démarré ma station de travail principale et j'ai fait craquer mes doigts. Si mon père voulait qu'Alexis soit le PDG, alors Alexis allait obtenir exactement ce qu'un PDG obtient au premier jour, un bureau, un titre creux et une quantité terrifiante de responsabilités juridiques. Je me suis connecté au serveur maître de l'entreprise via mon portail administratif sécurisé. Ma première action était totalement légale, minutieusement documentée et absolument dévastatrice. J'ai lancé un protocole de désinstallation à distance pour Sentinel. Je me suis réinstallé dans mon fauteuil en cuir et j'ai regardé la barre de progression se remplir sur mon écran, ligne par ligne, tandis que le code personnalisé s'effaçait du matériel de l'entreprise. J'ai vu 13 ans d'automatisation, de filets de sécurité et d'efficacité extrême s'évaporer dans l'éther numérique. Je l'ai remplacé par le logiciel de suivi logistique basique et lourd que nous utilisions il y a 10 ans. Le genre qui nécessite une saisie de données manuelle fastidieuse et sujette aux erreurs pour chaque camion sur la route. Ensuite, j'ai ouvert les disques cloud. J'ai passé 3 heures épuisantes à séparer méticuleusement ma propriété intellectuelle personnelle des fichiers de l'entreprise. J'ai supprimé mes modèles personnalisés de réponse d'urgence. J'ai effacé mes scripts de négociation avec les fournisseurs. J'ai retiré les macros de facturation automatisée complexes que j'avais construites sur mon temps personnel les week-ends. J'étais incroyablement prudent. Je n'ai supprimé aucune donnée client active, aucun registre financier historique ni aucun manifeste opérationnel. Je n'ai touché à aucun fichier qui appartenait légalement à la société. Cela aurait été du sabotage, et cela aurait donné à Charles des motifs pour un procès massif.
Je n'étais pas un saboteur. J'étais simplement un architecte hautement qualifié remballant ses propres plans personnalisés et quittant un chantier toxique. Enfin, j'ai révoqué tous les points d'accès automatisés pratiques que je m'étais configurés au fil des ans pour régler les urgences de minuit. Si l'unité de réfrigération d'un camion tombait en panne à 3 heures du matin, l'alerte automatisée n'irait plus sur mon téléphone portable. Elle irait directement au tout nouveau PDG, Alexis. Voyons à quel point il apprécie sa promotion lorsque son téléphone se mettra à lui hurler dessus au milieu de la nuit pour des températures défaillantes et un procès imminent. À 5h30 du matin, le soleil commençait à se lever sur le lac Michigan, projetant une lumière froide et grise dans mon bureau. Mon écran affichait une rupture totalement nette. L'entreprise familiale avait toujours ses camions, son bâtiment loué, sa ligne de crédit commercial et ses brochures marketing brillantes, mais elle n'avait plus le cerveau qui la rendait rentable. J'ai fermé mon ordinateur portable et je suis allé à la cuisine. J'ai fait couler la cafetière de café noir la plus forte que je pouvais supporter. J'ai sorti un bloc-notes neuf et un stylo lourd. En haut de la page, j'ai écrit « Vanguard Logistique ». Cela semblait solide, inébranlable. J'ai passé les 4 heures suivantes à rédiger le cadre opérationnel de ma nouvelle vie. J'ai réservé le nom de domaine. J'ai déposé les statuts de la société en ligne via le portail de l'État. J'ai transféré une part importante de mes économies personnelles pour ouvrir un nouveau compte bancaire d'entreprise. Vers 9 heures du matin, mon téléphone a commencé à vibrer sans arrêt. L'écran s'est allumé avec le nom de ma mère. Je l'ai laissé sonner. Quelques minutes plus tard, un SMS de mon père est arrivé. Il disait « Arrête d'être dramatique. Sois au bureau avant midi pour briefer Alexis sur les projections trimestrielles. Ne fais pas honte à la famille. » Je n'ai pas répondu. J'ai bloqué leurs 2 numéros. Puis j'ai bloqué Alexis. Je me suis retiré de chaque groupe de discussion familiale partagé. Le silence absolu qui a suivi était la chose la plus belle et la plus paisible que j'ai connue depuis plus d'une décennie. Mais la paix ne paie pas les factures. Le secteur de la logistique est brutalement coûteux. Pour exécuter des transports médicaux à haut risque, vous avez besoin de garanties d'assurance commerciale massive et de cautionnement coûteux. J'avais des économies personnelles saines, y compris mon plan d'épargne retraite, mais j'avais besoin d'un fonds de roulement lourd pour sécuriser une nouvelle flotte de camionnettes spécialisées et embaucher des répartiteurs. J'ai organisé une réunion d'urgence avec Édouard, un responsable des prêts commerciaux dans une banque moyenne du centre-ville. Édouard avait auparavant approuvé un prêt d'équipement massif pour l'entreprise familiale. J'avais pratiquement construit les modèles financiers qui nous avaient permis d'être approuvés. Je suis entré dans son bureau boisé en acajou, m'attendant à de la courtoisie professionnelle et à une approbation rapide basée sur mes états de service éprouvés. Je lui ai tendu mon business plan pour Vanguard. Il était en béton armé. Les marges étaient conservatrices, l'analyse des risques était sans faille et les projections de croissance étaient réalistes. Édouard a parcouru les documents, a joint ses doigts manucurés et m'a adressé un regard de sympathie profonde, exercée et condescendante. « Gabriel », a-t-il soupiré, en ajustant sa cravate en soie coûteuse. Les chiffres ont l'air super. Vraiment. Mais je ne peux pas approuver cette ligne de crédit commercial. J'ai gardé un visage totalement neutre. Pourquoi donc? Mon crédit est impeccable et mes états de service dans ce secteur précis ne sont plus approuvés. Vous savez que c'est moi qui ai construit ces marges. Édouard s'est penché en avant, baissant la voix comme s'il partageait un secret tragique. Votre succès précédent était fortement lié à la structure d'entreprise établie de la marque de votre père. Le marché voit Charles comme l'ancrage. Sans la signature de votre père en tant que garant, le profil de risque pour un fondateur solo est simplement trop élevé, surtout compte tenu de la nature soudaine de votre départ. Je l'ai fixé. Il avait réellement le toupet de suggérer que mon père, un homme qui ne pouvait même pas lire un bilan complexe sans mon aide, était la raison de mon succès. Je vois, ai-je dit doucement. Je ne me suis pas disputé. Je n'ai pas supplié. J'ai tendu la main de l'autre côté de son bureau, j'ai repris mon dossier et je me suis levé. Merci pour votre temps, Édouard. Je suis sorti de la banque, le rejet piquant mon orgueil, mais cela clarifiait aussi le champ de bataille. Le monde des affaires traditionnelles me voyait toujours comme le fils d'une famille réussie, non comme l'architecte de ce succès. J'allais devoir prouver au marché qu'il avait tort, un contrat éprouvant à la fois. Ce que je ne savais pas à ce moment précis, mais que j'apprendrai bien plus tard,
c'était la vraie profondeur de la trahison. Dès que la lourde porte en verre de son bureau s'est refermée derrière moi, Édouard a ramassé son téléphone et a appelé mon père. Il a vendu la mèche à Charles en lui disant que j'essayais de monter une entreprise concurrente. Édouard m'a vendu pour protéger sa relation lucrative avec les comptes plus importants de l'entreprise familiale. C'était un rappel brutal que la loyauté dans le monde des affaires s'achète généralement, et mon père avait un carnet de chèques plus gros. Les premières semaines de Vanguard Logistique ont été un exercice épuisant et humiliant de pure survie. Il y a une différence psychologique massive entre diriger une machine d'entreprise de plusieurs millions de dollars bien huilée depuis une suite exécutive d'anglais et être assis sur le siège conducteur d'une Honda Accord garée, en utilisant son téléphone comme point d'accès mobile pour chasser des beaux immobiliers commerciaux que l'on peut à peine s'offrir. J'ai passé mes journées dans des cafés bruyants et bondés, à rédiger des cartes de processus complexes et à contacter des transporteurs indépendants pour construire un réseau parallèle de chauffeurs hautement fiables et vérifiés. J'ai mangé des sandwichs bon marché au-dessus de mon clavier, essuyant les miettes de mon écran, et je dormais peut-être 4 heures par nuit. C'était physiquement épuisant, mais c'était un épuisement sain. Personne ne me hurlait dessus. Personne ne s'attribuait le mérite de mes tableurs. La percée s'est produite par un mardi pluvieux, environ 3 semaines après ce dîner désastreux chez Gibson S. J'étais assis dans ma voiture en train d'examiner un devis d'assurance médiocre lorsque mon téléphone portable a sonné. L'identifiant de l'appelant affichait Catherine. Catherine était la directrice senior des achats pour un réseau d'oncologie régional massif. C'était une cadre brillante, pragmatique, et c'était l'une des rares clientes de haut niveau à qui j'avais discrètement envoyé un email pour annoncer mon départ de l'entreprise familiale. J'ai répondu au téléphone. Sa voix était tendue, aiguë, empreinte d'une panique pure et sans mélange. « Gabriel » a-t-elle soufflé, ignorant les politesses ou les petites conversations. Nous avons une situation critique. Un transport frigorifique dédié transportant des médicaments d'immunothérapie expérimentaux est bloqué à une station de pesage sur l'autoroute depuis 6 heures. Les alertes de température automatisées de votre ancienne entreprise ne fonctionnent pas. J'ai enfin eu quelqu'un au téléphone là-bas et c'était un jeune répartiteur qui n'avait absolument aucune idée de la manière de rerouter le camion ou de sécuriser un générateur de secours. Les journaux de température interne sont dangereusement proches du seuil de défaillance. Ces médicaments valent des centaines de milliers de dollars, Gabriel, et des patients désespérés attendent leur traitement. Elle s'est interrompue, sa voix baissant d'un ton rauque. Je sais que vous êtes parti, mais je sais aussi que vous êtes le seul là-bas qui réparait réellement les choses quand tout allait en enfer. J'ai besoin que vous sauviez ce chargement. Est-ce que Vanguard peut gérer une récupération d'urgence? Je n'ai pas hésité une fraction de seconde. Je lui ai cité un tarif de réponse d'urgence premium, nettement supérieur au tarif standard de l'industrie, qu'elle a approuvé instantanément par téléphone. J'ai raccroché et je suis allé droit au travail. C'était mon élément. J'ai pisé dans le réseau de chauffeurs indépendants que j'avais minutieusement construit au cours des 3 dernières semaines. En 20 minutes, j'ai localisé une camionnette réfrigérée certifiée pour la chaîne du froid à moins de 15 km du camion bloqué. J'ai négocié le tarif, dépêché le chauffeur et coordonné personnellement le transfert sécurisé de la cargaison de médicaments aux côtés de la police de la route pour m'assurer que la chaîne de traçabilité légale reste ininterrompue. Je suis resté assis dans ma voiture, la pluie martelant le pare-brise, surveillant la télémétrie de température sur mon ordinateur portable jusqu'à ce que les médicaments soient livrés en toute sécurité à la clinique d'oncologie 4 heures plus tard. J'ai documenté chaque étape de la récupération dans un rapport d'incident impeccable et je l'ai envoyé par email à Catherine. Sa réponse est revenue 5 minutes plus tard, facture approuvée. Nous devons parler du transfert de l'ensemble de notre contrat de continuité vers Vanguard. Êtes-vous libre demain matin? J'ai fixé l'écran, laissant échapper un souffle que j'avais l'impression de retenir depuis près d'1 mois. C'était ça. C'était la première fissure majeure dans l'empire familial et la pierre fondatrice du mien. Ce soir-là, alors que je fermais enfin mon ordinateur portable, une curiosité malsaine a pris le dessus. J'ai ouvert un compte de réseau social secondaire et j'ai cherché le profil professionnel public d'Alexis. Je savais que je n'aurais pas dû le faire, mais la nature humaine est une chose obstinée. C'était là, une toute nouvelle photo publiée quelques heures plus tôt. Alexis se tenait devant le siège social de l'entreprise, appuyé contre le capot d'une Porsche 911 noire jet toute neuve. Il portait des lunettes de soleil de créateur coûteuses et tenait une tasse de café artisanal, essayant d'avoir l'air profondément pensif. La légende disait, lourde est la tête qui porte la couronne.
Je m'offre un petit cadeau de PDG pour célébrer la nouvelle ère de direction. J'ai fixé la peinture étincelante de cette Porsche et j'ai senti un œuf froid et dur se former au creux de mon estomac. Je connaissais intimement les marges financières de l'entreprise. Nous dirigeons une navire très serré parce que les primes d'assurance pour le transport médical sont astronomiques. Nous avions désespérément besoin de réserves de trésorerie lourdes pour l'entretien de la flotte, pas pour des voitures de sport de luxe. Alexis avait utilisé la trésorerie de l'entreprise, l'argent pour lequel j'avais saigné, les réserves de trésorerie que j'avais bâties pour s'acheter un jouet afin de pouvoir paraître important sur Internet. Alors que j'étais là à travailler depuis le siège avant d'une berline pour sauver une cargaison de médicaments contre le cancer que sa pure incompétence avait failli détruire, il jouait au playboy milliardaire avec mon argent. L'audice à couper le souffle de la chose était sidérante. Mais en regardant de plus près la photo, les pneus impeccables de la Porsche et le sourire suffisant et non mérité sur son visage, la colère s'est soudainement évaporée. Elle a été remplacée par un amusement profond et sombre. Alexis n'avait aucune idée qu'il ne conduisait pas un trophée, il conduisait une bombe à retardement. Car le jour même où il avait acheté cette voiture, il avait prouvé à notre plus grand client qu'il ne pouvait pas garder ses patients en sécurité. Dès le lendemain matin, la guerre psychologique de ma famille a officiellement commencé. Mon téléphone de bureau a sonné. Ce n'était pas Charles qui hurlait ni Éléonore qui pleurait, c'était tante Thérèse. Thérèse était la sœur de ma mère et la coordonnatrice en chef des commérages de la famille. Elle avait réussi à retrouver ma nouvelle ligne de bureau. « Gabriel, mon chéri, a-t-elle roucoulé ?» Sa voix était sirupeuse, dégoulinante de fausses inquiétudes. Elle a totalement ignoré le fait que j'avais coupé tout contact. « Ta mère est malade d'inquiétude. Elle n'a pas dormi depuis des semaines. Tu sais, Alexis fait de son mieux, mais le marché est si dur en ce moment. Cela fait vraiment mal au cœur de ton père de te voir abandonner ton propre sang pour un petit malentendu. » J'ai serré le rebord de mon bureau. Un an plus tôt, ce genre de culpabilisation m'aurait plongé dans une spirale vicieuse d'obligations. J'aurais ressenti le poids écrasant du devoir familial. J'aurais rédigé un SMS d'excuses. J'aurais proposé de conseiller gratuitement pour sauver le cœur de mon père. Tante Thérèse, ai-je dit, ma voix étant totalement dépourvue de toute émotion, plate, professionnelle et neutre. Il n'y a aucun malentendu. Ils ont pris une décision commerciale au dîner, et j'ai pris une décision commerciale le lendemain matin. Si Alexis galère avec le marché difficile, je lui suggère de vendre sa nouvelle Porsche pour couvrir les frais de fonctionnement. Ne rappelez plus sur cette ligne. J'ai raccroché le téléphone et j'ai immédiatement ordonné à ma nouvelle réceptionniste de filtrer agressivement tous les appels venant de quiconque partageait mon nom de famille. La tempête avait enfin franchi le port, et ma famille était totalement endormie au volant. Je pensais que le pire de leur trahison était derrière moi. Je pensais qu'ils étaient juste avides et stupides. Je me trompais tellement. Le vrai point de rupture, le moment exact où le château de cartes fragile et pathétique que ma famille avait bâti a finalement commencé à s'effondrer sous son propre poids massif, est arrivé exactement 2 jours après l'appel téléphonique manipulateur de tante Thérèse. Il a franchi les lourdes portes en verre de mon nouveau bureau de Vanguard Logistique sous la forme d'un homme nommé Bernard. Laissez-moi vous parler de Bernard. Bernard était le responsable senior de la répartition dans mon ancienne entreprise depuis 8 années consécutives. C'était un homme stoïque, profondément loyal, travailleur, à la fin de la cinquantaine, qui vivait et respirait la logistique de flotte. C'était un vétéran du secteur. Il connaissait les itinéraires routiers complexes. Il connaissait les chauffeurs indépendants par leur prénom. Et il connaissait les bizarreries mécaniques de chaque camion frigorifique de cette flotte mieux qu'il ne connaissait ses propres enfants. C'était le genre d'employé fondateur sur lequel vous bâtissez tout un empire. Le voir debout dans mon espace de réception nouvellement meublé, ayant l'air totalement épuisé, vaincu, et tenant une épaisse enveloppe Kraft non marquée dans ses mains tremblantes, a envoyé une décharge immédiate d'adrénaline pure dans mon système. Il n'avait pas l'air d'un ancien collègue passant simplement dire bonjour et me souhaiter le meilleur pour ma nouvelle entreprise, il ressemblait à un réfugié désespéré fuyant une zone de guerre active. Je suis immédiatement sorti de mon bureau vitré, lui ai serré la main fermement et l'ai fait entrer, en m'assurant de fermer la lourde porte insonorisée derrière nous pour garantir une confidentialité absolue. Bernard s'est assis lourdement dans le fauteuil en cuir en face de mon bureau. Il a laissé échapper un grand soupir rauque. Il n'a pas perdu de temps en politesse ou en petites conversations. Il m'a regardé droit dans les yeux et sa voix était complètement creusée par un stress sévère et une privation de sommeil prolongée.
J'ai démissionné ce matin, Gabriel, a dit Bernard, sa voix baissant d'un ton rauque. Il a déposé la lourde enveloppe Kraft sur la surface de mon bureau. Elle a atterri dans un son sourd. Je me suis réinstallé dans mon fauteuil, gardant un visage totalement neutre, bien que mon esprit tourne à toute vitesse. Que se passe-t-il exactement, Bernard? Le logiciel de routage personnalisé, a commencé Bernard, en se frottant les yeux. Sentinelle, il a disparu le jour même où tu es parti. Nous savions tous que tu l'avais pris, Gabriel. Et honnêtement, aucun des chauffeurs vétérans ne t'en a voulu. Nous savions que tu l'avais construit sur ton temps personnel. Mais Alexis s'est levé au milieu du plateau de répartition, nous a tous regardés dans les yeux et a prétendu que c'était juste un problème temporaire de serveur. Il nous a menti en face. Il a forcé toute l'équipe de répartition à revenir au tableur manuel. Nous perdons des centaines d'heures de travail chaque semaine. Les chauffeurs ratent leur fenêtre de livraison cruciale parce que le routage manuel est terriblement inefficace. Mais ce n'est même pas le pire. Je me suis penché en avant, posant mes avant-bras sur le bureau. La saisie manuelle laisse une marge massive pour l'erreur humaine, Bernard. Et dans la logistique médicale à haut risque, l'erreur humaine signifie des procès dévastateurs. C'est tellement pire qu'une simple erreur humaine, a dit Bernard, se frottant vigoureusement le visage fatigué avec ses deux mains, paraissant plus âgé que je ne l'avais jamais vu. Alexis saigne activement et de manière imprudente les réserves de trésorerie de l'entreprise. Tu connais le docteur Blanchard, n'est-ce pas? Le chef du réseau régional de banque du sang. J'ai hoché la tête lentement, un sentiment de froid s'infiltrant dans ma poitrine. Je connaissais le docteur Blanchard intimement. C'était notre client le plus exigeant, le plus payant et le plus impitoyable de tout le portefeuille. Il ne tolérait absolument aucune erreur. Le transport de groupes sanguins rares nécessite une chaîne du froid irréprochable et ininterrompue. Si la température interne à l'intérieur de la soude fluctue ne serait-ce que légèrement, le sang coagule ou se dégrade, le rendant totalement inutile et extrêmement dangereux pour les patients. Alexis a raté le calendrier d'entretien préventif de 3 de nos camions frigorifiques principaux, a poursuivi Bernard, sa voix tremblant d'un mélange puissant de rage et de dégoût professionnel. J'ai personnellement déposé les ordres de travail critiques sur son bureau en acajou coûteux il y a 3 semaines. Je lui ai dit explicitement que les générateurs de secours des unités de refroidissement étaient dans le rouge et nécessitaient un entretien immédiat. Il m'a ignoré. Il m'a littéralement chassé de son bureau d'un geste de la main. Il a dit que le budget d'entretien de la flotte était totalement gelé pour le trimestre. Bernard s'est penché en avant, ses yeux se verrouillant sur les miens. Tu veux savoir pourquoi le budget d'entretien était gelé, Gabriel? J'ai pensé au compte de réseau social secondaire, à la peinture noire étincelante, au sourire suffisant et non mérité. Il a utilisé les réserves de trésorerie pour faire la compte et payer d'avance un an d'assurance commerciale premium sur cette foutue voiture de sport, n'est-ce pas? Bernard a laissé échapper un rire sec et amer qui ne contenait aucune humeur. Bingo. Il a traité la trésorerie opérationnelle comme son compte chèque personnel. Il a acheté une Porsche pendant que la flotte tombait littéralement en ruine. Et il y a 2 jours, l'inévitable s'est produit. L'un de ces camions gravement négligés est tombé en panne sur l'autoroute juste à la sortie de Milwaukee pendant l'heure de pointe. Le moteur principal est mort et le générateur de secours a lâché instantanément parce qu'il n'avait pas été entretenu depuis des mois. La température interne de la soute a grimpé de 10 degrés en moins d'1 heure. Bernard a marqué une pause, déglutissant difficilement. La pièce est devenue totalement, étouffamment silencieuse. Perdre un envoi de sang massif n'était pas seulement une perte financière catastrophique, c'était un échec moral et professionnel profond. Dans notre secteur, ce genre de négligence détruit votre réputation du jour au lendemain. Vous ne vous remettez pas d'avoir détruit du sang rare. Le docteur Blanchard s'est présenté au bureau hier après-midi, a dit Bernard, un sourire sombre et très satisfait touchant enfin les coins de sa bouche. Il ne s'est même pas arrêté à la réception. Il a contourné la sécurité, est entré directement dans le bureau vitré d'Alexis et lui a hurlé dessus si fort que tout le plateau administratif a cessé de travailler pour écouter. Il a traité Alexis d'imposteur en costume bon marché. Il lui a dit qu'il était une menace massive pour l'ensemble de la communauté médicale. Et puis il a résilié notre plus grand contrat régional sur le champ, avec effet immédiat. Bernard a tendu la main et a tapé sur l'épaisse enveloppe Kraft posée sur mon bureau. J'ai extrait les journaux d'entretien, Gabriel. J'ai imprimé les emails internes dans lesquels Alexis refusait spécifiquement les fonds de réparation.
J'ai pris les dossiers de détournement financier avant de rendre mon badge. Je ne vais pas couler avec un navire qui sombre. Ma réputation dans ce secteur compte bien trop pour moi pour la laisser détruire par un enfant gâté qui joue au PDG. Si tu as une place pour moi ici chez Vanguard, je travaillerai 2 fois plus dur pour toi. Mais tu dois savoir exactement ce qui arrive pour ta famille. Ils sont à quelques semaines de faire défaut sur leur ligne de crédit commercial principale. J'ai ouvert l'enveloppe. La piste de papier à l'intérieur était absolument accablante. C'était une preuve irréfutable, noir sur blanc, de négligence grave et de mauvaise gestion financière sévère. Alexis avait troqué l'intégrité fondamentale d'une entreprise de transport médical contre les esthétiques bon marché de jouer aux riches entrepreneurs sur Internet. Il avait vidé une entreprise de plusieurs millions de dollars en moins d'un mois. J'ai levé les yeux vers Bernard, lui tendant la main à travers le bureau. Bienvenue chez Vanguard, Bernard. Tu es mon nouveau directeur des opérations de flotte. Ton bureau est juste dehors, et ton salaire de départ est supérieur de 15% à ce que mon père te payait. Alors que Bernard quittait mon bureau pour s'installer, ressemblant à un homme à qui l'on venait de tendre une bouée de sauvetage massive, j'ai fait pivoter mon fauteuil pour regarder par la grande vitre de mon bureau. La tempête n'était plus seulement en train d'arriver, elle était directement au-dessus. Ma famille se tenait totalement exposée au milieu, tenant un paratonnerre géant, se demandant arrogamment pourquoi le ciel devenait noir. Ils allaient apprendre une leçon brutale, vous ne pouvez pas hériter de la compétence, vous ne pouvez pas simuler une éthique de travail sans relâche, et l'addition pour leur arrogance à couper le souffle arrivait enfin. Je pensais devoir attendre encore quelques semaines pour que l'effondrement final se matérialise vraiment, mais le désespoir est un accélérateur incroyable. Dès l'après-midi suivant, ma réceptionniste a fait sonner ma ligne directe. Elle semblait légèrement confuse et très mal à l'aise. Elle a dit qu'il y avait un homme nommé Alexis dans le hall, insistant agressivement sur le fait qu'il avait un rendez-vous exécutif prévu avec moi. Je n'avais rien sur mon agenda. Je n'avais pas parlé à mon frère depuis des semaines, mais je savais exactement pourquoi il était là. Les murs se rapprochaient rapidement, l'oxygène manquait et le chouchou de la famille cherchait enfin une trappe de sortie désespérément nécessaire. Faites-le entrer, lui ai-je dit, ma voix étant parfaitement ferme. Lorsque la lourde porte en verre de mon bureau s'est ouverte, je n'ai sincèrement failli pas reconnaître mon propre frère. Le PDG arrogant, lisse, intouchable qui avait posé sur le capot d'une Porsche de luxe quelques semaines plus tôt avait totalement disparu. L'homme qui se tenait sur le seuil de ma porte semblait totalement vidé. Son costume italien coûteux était froissé et flottait sur sa charpente comme s'il avait perdu 5 kilos en une seule semaine. Il avait de grandes cernes sombres et bleutées sous ses yeux injectés de sang. Sa peau était pâle et ses mains tremblaient physiquement lorsqu'il tenait la poignée de la porte. Il n'est pas entré dans la pièce avec son assurance arrogante habituelle, il s'est traîné. Il a regardé autour de mon bureau moderne, animé et hautement professionnel avec un mélange de fascination profonde, d'intimidation intense et d'envie pure. Il s'est assis dans le fauteuil en face de moi sans attendre qu'on le lui demande. Il a fixé ses chaussures en cuir italien coûteuses pendant un long moment, déglutissant difficilement avant de trouver enfin le courage de lever les yeux vers moi. Il a essayé de forcer son sourire charmant habituel, mais cela ressemblait plus à une grimace involontaire et douloureuse. Il a tenté de faire bonne figure, se lançant dans ce qui était clairement un discours d'entreprise désespérément répété. Gabriel, a commencé Alexis, sa voix déraillant légèrement. Il s'est raclé la gorge agressivement et a essayé d'obscurcir son ton pour paraître autoritaire, jouant le rôle d'un père plutôt que d'un mendiant. Écoute, mec, j'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps. Le marché. Il évolue. Il est très volatile en ce moment. Je pense qu'il serait incroyablement intelligent pour Vanguard et l'entreprise familiale d'explorer une sorte de partenariat stratégique. Tu as l'architecture logicielle et nous avons la notoriété de la marque établie. Il a réellement utilisé le mot fusion. Je suis prêt à être généreux ici, a poursuivi Alexis, en se penchant en avant, le désespoir pur fuyant par chacun de ses pores. Je me suis réinstallé dans mon fauteuil, lentement, croisant les bras sur ma poitrine. J'ai laissé le silence s'étirer dans la pièce. J'ai laissé l'absurdité pure de sa proposition pendre lourdement dans l'air entre nous. Une fusion. Il voulait fusionner son navire en train de couler violemment, une entreprise se noyant sous des dettes massives, perdant ses clients de premier ordre et faisant face à des défaillances catastrophiques de conformité médicale, avec mon entreprise rentable, en expansion rapide et sans dette. Il essayait de présenter une reddition désespérée et inconditionnelle comme une opportunité commerciale lucrative.
C'était incroyablement insultant pour mon intelligence. Une fusion, ai-je répété doucement, goûtant l'illusion absolue du mot. Oui. Alexis a hoché la tête avec empressement, pensant clairement que je considérais réellement son offre pathétique. Un partage à 50-50e. Nous effaçons l'ardoise. Je me suis penché en avant, posant mes avant-bras sur le bureau, et j'ai démantelé méthodiquement sa proposition pièce par pièce. Alexis, ai-je dit, ma voix étant aussi froide et affûtée qu'un bistouri. Parlons de la notoriété de ta marque établie. Parlons de la réalité financière exacte de ton entreprise ce matin. Tu as perdu le contrat régional d'oncologie. Tu as 60 jours de retard sur tes paiements fournisseurs principaux. Les chauffeurs indépendants menacent de faire grève. Et hier, le docteur Blanchard a totalement résilié le plus grand contrat de banque du sang de l'État parce que tu étais trop radin et trop arrogant pour entretenir les générateurs de secours des camions frigorifiques. Les yeux d'Alexis se sont agrandis dans une panique pure et sans mélange. Le peu de couleur restant s'est vidé complètement de son visage, le laissant blanc comme un linge. Comment? Comment es-tu au courant pour Blanchard? Je sais tout, ai-je dit, mon ton étant totalement sans merci. Je sais que tu as détourné les fonds critiques d'entretien de la flotte pour faire la compte et couvrir l'assurance de ta nouvelle Porsche. J'ai la piste de papier, Alexis. J'ai les journaux d'entretien. Je sais que ton prêteur commercial principal se prépare à auditer tes comptes la semaine prochaine. Ton entreprise n'est plus un empire, c'est une responsabilité radioactive massive. Le capital de ton entreprise ne vaut absolument rien. Tu n'as absolument rien à m'offrir. La façade d'entreprise d'Alexis s'est effondrée en poussière instantanément. La fausse bravade a disparu, remplacée par une panique brute, pathétique et animale. Il a laissé tomber sa tête lourde dans ses mains, se frottant les tempes violemment. Il a commencé à hyperventiler, luttant pour faire entrer de l'air dans ses poumons. « S'il te plaît, Gabriel » a-t-il supplié, sa voix se brisant dans un sanglot mouillé. « Je n'ai aucune idée de ce que je fais. Les chauffeurs me détestent. Les fournisseurs menacent de nous poursuivre en justice. Papa me hurle dessus tous les jours. La banque va rappeler le prêt commercial principal. Je ferai tout ce que tu veux. Je te rendrai ton ancien bureau. Je doublerai ton ancien salaire. Je te donnerai un contrôle opérationnel total sur tout. Viens juste réparer le système de routage avant que les auditeurs de la banque n'arrivent lundi. S'il te plaît, tu dois me sauver. Il était assis dans mon bureau à mendier des restes, me demandant de reconstruire la machine même qu'il m'avait fièrement, arrogamment volée dans un restaurant quelques mois plus tôt. J'ai regardé mon frère cadet, le chouchou de la famille à qui l'on avait tendu le monde entier sur un plateau d'argent, et je n'ai ressenti absolument aucune pitié. Pas une seule goutte. Mais avant que je ne puisse livrer mon ultimatum final, mon téléphone de bureau a sonné fort, coupant le son de ses sanglots. C'était ma ligne directe privée. L'identifiant de l'appelant clignotant sur mon téléphone appartenait à Mathieu. Mathieu était mon avocat d'affaires, le brillant esprit juridique méticuleux qui m'avait conseillé à l'origine de déposer le logiciel Sentinelle sous ma propre SARL personnelle des années plus tôt. Il gérait tous les contrats commerciaux complexes et les structures de conformité de Vanguard. Quelques semaines plus tôt, je lui avais demandé de faire une vérification d'arrière-plan discrète et de routine sur l'entité d'entreprise de ma famille et leurs actifs personnels. Je voulais juste m'assurer qu'ils ne pouvaient pas légalement traîner mon nom ou ma nouvelle entreprise dans l'un de leurs procès civils désastreux imminents. J'ai regardé Alexis, qui sanglotait encore doucement dans ses mains, totalement effondré. J'ai tendu la main et j'ai appuyé sur le bouton du haut-parleur. Je voulais que mon frère entende la mise à jour juridique de routine que Mathieu avait pour moi. Mais ce que Mathieu a livré n'était pas une mise à jour de routine, c'était une bombe nucléaire. Une révélation si sombre, si tordue et si profondément mauvaise qu'elle a totalement brisé le récit de la trahison de ma famille et réarrangé les pièces du puzzle dans un nouveau tableau horrifique. Gabriel, est-ce que tu es dans un endroit sécurisé? La voix de Mathieu a rempli la pièce. Elle était nette, strictement professionnelle et totalement dépourvue de sa conversation amicale habituelle. Je suis dans mon bureau, Mathieu. Tu es sur haut-parleur, ai-je répondu. Je n'ai pas mentionné qu'Alexis était assis directement en face de moi. Bien. Écoute-moi très attentivement, a dit Mathieu, la gravité immense dans sa voix forçant Alexis à lever enfin les yeux de ses mains, des larmes encore humides sur ses joues. J'ai terminé l'enquête approfondie sur la structure d'entreprise de ta famille et leurs avoirs personnels.
Tu dois te distancier d'eux immédiatement. La situation là-bas n'est pas seulement de l'incompétence d'entreprises standards, c'est une fraude financière massive et active. Alexis s'est raidi sur son fauteuil. Il ressemblait exactement à un homme qui venait de marcher sur une mine cachée et d'entendre le clic létal. Explique, ai-je dit, mon sang devenant totalement froid. J'ai mis au jour une toile massive de passifs cachés et incroyablement toxiques rattachés directement à Alexis personnellement, a expliqué Mathieu, ses mots étant précis et dévastativement clairs. Des passifs qui précèdent le fameux dîner chez Gibson d'au moins 4 mois. Alexis est actuellement engagé dans une procédure de divorce vicieuse et hautement confidentielle. J'ai fixé Alexis dans un choc absolu. Un divorce. Lui et sa femme Sophie publiaient toujours des photos de famille parfaite et souriante sur Instagram. Ils étaient le couple de banlieue idéal. Sophie a déposé les papiers discrètement, a poursuivi Mathieu sans relâche, démantelant l'illusion pièce par pièce. Elle les a déposés après avoir découvert un secret financier catastrophique. Au cours de l'année écoulée, Alexis a totalement vidé le fonds d'études entier de ses enfants. Il a maximisé 4 cartes de crédit jointes distinctes, en falsifiant sa signature sur les demandes, et il a secrètement utilisé la valeur nette de leur résidence principale pour souscrire un prêt hypothécaire secondaire massif. Où est passé l'argent, ai-je demandé, bien qu'en regardant la forme pâle d'Alexis qui hyperventilait, je savais déjà que cela n'avait pas été dépensé pour quelque chose de réel ou de tangible. Des placements en crypto-monnaies offshore, a dit Mathieu, le dégoût professionnel net se faisant sentir même à travers le haut-parleur du téléphone. Des ordures hautement volatiles et non réglementées. Les placements se sont totalement évaporés lors d'un effondrement du marché. Alexis a été totalement ruiné. Il fait face à une ruine financière personnelle totale. Mais Gabriel, voici le rebondissement, la révélation qui compte réellement. Mathieu a marqué une pause, laissant le silence lourd s'installer dans la pièce. L'air dans mon bureau est devenu instantanément toxique. Les pièces s'emboîtaient enfin. Le puzzle était complet et le tableau était monstrueux. Il est allé voir vos parents en pleurant pour qu'ils le tirent d'affaire, a déclaré Mathieu, exposant la vérité laide et indiscutable. Mais Charles et Éléonore n'avaient pas les liquidités pour couvrir un déficit de plusieurs millions de dollars. La majeure partie de leur richesse est bloquée dans de l'immobilier commercial, la flotte de l'entreprise et des comptes de retraite intouchables. Ils ne pouvaient pas simplement lui faire un chèque personnel pour faire disparaître cela. Alors ils ont orchestré un vol, ai-je chuchoté, l'horreur absolue du calcul froid de mes parents me frappant enfin comme un train de marchandises. Exactement, a confirmé Mathieu. Ils n'ont pas donné l'entreprise à Alexis parce qu'il méritait une promotion, Gabriel. Ils ne la lui ont pas donnée parce qu'il avait besoin de stabilité ou parce qu'il était le brillant avenir de l'héritage familial. Ils lui ont transféré de force le titre de PDG afin de pouvoir justifier légalement une hausse soudaine et astronomique de son salaire exécutif. Ils avaient besoin qu'il ait un accès direct et incontesté à la trésorerie de l'entreprise. Tout le dîner chez Gibson S, les papiers de transfert juridique, la justification retentissante de ton père sur le devoir et l'héritage familial, c'était une performance théâtrale désespérée et hautement coordonnée. J'ai regardé Alexis. Il pleurait ouvertement maintenant, secouant la tête de gauche à droite, totalement incapable de nier un seul mot de ce que disait Mathieu. Ils ont transformé ton entreprise rentable et parfaitement fonctionnelle en tirelire personnel, a conclu Mathieu, enfonçant le clou final dans le cercueil de l'illusion de ma famille. Ils ont volontairement sacrifié 13 ans de ton travail exténuant, ta jeunesse et tout ton avenir pour sauver leur chouchou de sa négligence criminelle. Ils ont volé ta vie pour l'empêcher d'aller dans une cellule de prison fédérale. Je t'envoie le dossier complet maintenant. N'aie aucun contact avec eux, Gabriel. Ils sont juridiquement et moralement toxiques. Merci, Mathieu. Envoie les fichiers, ai-je dit, ma voix étant étrangement calme et détachée. J'ai tendu la main et j'ai mis fin à l'appel. Le silence dans le bureau était absolu. Il était assourdissant. La grande illusion du jeune frère capable reprenant le flambeau pour diriger l'entreprise familiale était morte. Elle était remplacée par la réalité incroyablement laide d'un voleur désespéré et lâche volant la fortune de son frère aîné pour couvrir ses propres crimes pathétiques, activement aidé et encouragé par les parents qui étaient censés nous protéger tous les deux. J'ai ressenti une sensation étrange et submergente m'envahir. Ce n'était pas de la colère. La colère consumante s'était éteinte des mois plus tôt dans ce restaurant glacial. C'était une clarté cristalline absolue. Chaque reste de culpabilité que j'avais entretenu,
Chaque petite voix lancinante au fond de ma tête qui se demandait si j'avais été trop dur avec ma famille s'est totalement évanouie. Il m'avait regardé dans les yeux lors d'un dîner coûteux, m'avait souri et avait remis tout mon avenir à un joueur pour payer ses dettes. Il m'avait volontairement offert en sacrifice humain sur l'autel des erreurs d'Alexis. Je me suis lentement penché au-dessus du bureau, réduisant la distance physique entre nous. Alexis a sursauté violemment, se recroquevillant dans le fauteuil comme s'il s'attendait à ce que je le frappe physiquement. Mais je n'avais pas besoin d'utiliser la violence physique, j'avais quelque chose de bien plus dévastateur. Alors, ai-je dit, en gardant ma voix terrifiamment calme et basse. Une fusion. Tu veux fusionner ta responsabilité criminelle avec mon entreprise propre. Tu veux que je répare le logiciel de routage pour que les auditeurs de la banque ne réalisent pas que tu as vidé les comptes de l'entreprise pour payer ton accord de divorce secret? Gabriel, s'il te plaît, a haleté Alexis, des larmes coulant sur son visage rouge, goûtant sur sa cravate en soie coûteuse. Si les auditeurs de la banque gèlent la ligne de crédit, l'entreprise coule. Si l'entreprise coule, mon salaire s'arrête. Si je ne paie pas Sophie avant la fin du mois, ses avocats apportent les preuves de fraude au procureur. Je vais perdre la garde de mes enfants. Je vais aller en prison. Maman et papa essayaient juste de me protéger. Tu es mon frère. Tu dois m'aider. Je ne suis pas ton frère, ai-je dit, les mots tranchant l'air comme une fausse affûtée. J'étais ton distributeur automatique de billets, et la machine est officiellement en panne. Alexis a laissé échapper un gémissement pathétique. Il a réellement glissé du fauteuil et est tombé à genoux sur le tapis de mon bureau. Je ferai tout. Je te recéderai l'entreprise aujourd'hui. Je te donnerai tout. Donne-moi juste un prêt pour payer Sophie. S'il te plaît, Gabriel, je t'en supplie. J'ai levé les yeux vers lui, le chouchou de la famille, le futur héritier se traînant sur mon sol, mendiant pour être tiré d'affaire. Le marché vient de changer, Alexis, lui ai-je dit, regardant sa forme tremblante avec un dégoût absolu. Je ne te donnerai pas un seul centime. Je ne t'aiderai pas à réparer le logiciel. Je ne sauverai pas l'entreprise. L'entreprise familiale va mourir, et il n'y a absolument rien que toi, maman ou papa puissiez faire pour l'arrêter. Mais je vais t'accorder une toute petite miséricorde concernant les auditeurs de la banque. Alexis a levé les yeux, ses yeux injectés de sang grands ouverts avec un espoir désespéré et frénétique. Il a hoché la tête rapidement, un homme qui se noie tendant la main vers une lame de rasoir. N'importe quoi, demande-moi. J'exige une confession publique, ai-je déclaré, mon ton étant absolu et non négociable. Tu vas enregistrer une vidéo, non montée, non filtrée, et tu vas la publier sur ta page LinkedIn professionnelle et l'épingler sur la page d'accueil principale du site web de l'entreprise. Alexis a dégluti difficilement, essuyant son nez. Une vidéo disant quoi? Dans cette vidéo, ai-je dicté, m'assurant que chaque mot tombe comme un coup physique, tu déclareras clairement et directement que ton ascension au poste de PDG était une erreur massive. Tu admettras publiquement que tu manques totalement de l'expertise opérationnelle pour diriger un réseau logistique. Tu me confirmeras explicitement que moi, Gabriel, j'étais le seul architecte du succès de l'entreprise depuis 13 ans et que mon départ est la cause directe de l'effondrement opérationnel actuel. Tu présenteras tes excuses à tes employés pour ta gestion désastreuse. Et tu présenteras tes excuses au docteur Blanchard et à chaque autre client pour avoir mis en danger la vie de leurs patients. Alexis a reculé comme si je lui avais donné un coup de pied dans la poitrine. La couleur s'est entièrement vidée de ses joues. Il s'est relevé précipitamment dans le fauteuil, secouant la tête violemment de gauche à droite. Je ne peux pas, a-t-il bafouillé, ses yeux se dirigeant vers la porte comme s'il cherchait une voie de sortie. Je ne peux pas faire ça, Gabriel. Papa me renierait littéralement. Cela détruirait ma réputation professionnelle dans le secteur pour toujours. Personne ne m'embaucherait plus jamais. S'il te plaît, sois raisonnable. Il doit y avoir un autre moyen. J'ai pointé un seul doigt vers la lourde porte en verre de mon bureau. C'est ta seule autre option, lui ai-je dit froidement. Tu peux franchir cette porte dès maintenant, conduire ta Porsche rutilante jusqu'à ta suite exécutive vide et attendre que les auditeurs de la banque arrivent lundi matin. Et lorsqu'ils arriveront, j'ordonnerai personnellement à Mathieu de transmettre l'intégralité de ce dossier de tes détournements financiers, y compris le détournement flagrant des fonds d'entretien de l'entreprise et tes dettes de divorce secrètes, directement au service de la fraude commerciale de ta banque prêteuse principale.
Je m'assurerai qu'ils voient exactement comment tu as utilisé leur ligne de crédit commercial pour financer une voiture de sport et éviter un procès pénal. Tu iras en prison fédérale. Alexis s'est effondré. Il n'a pas seulement pleuré, il s'est brisé totalement. Il a posé sa tête sur mon bureau et a commencé à pousser des sanglots profonds, laids, qui lui tordaient les tripes. C'était le son d'un homme qui avait enfin percuté le béton tout au fond d'une chute longue et arrogante. Il ne s'est pas disputé. Il n'a pas négocié. Il savait qu'il était totalement piégé par ses propres actions. Je me suis levé, j'ai contourné mon bureau et j'ai ouvert la porte du bureau pour lui. Tes 48 heures commencent dès maintenant, Alexis. Sors de mon bureau. Il s'est traîné dans le couloir, une coquille brisée d'homme portant tout le poids écrasant de sa propre destruction. Exactement 47 heures plus tard, mon téléphone portable a commencé à vibrer agressivement sur mon bureau. En quelques secondes, c'est devenu un bourdonnement continu et ininterrompu. Les notifications explosaient sur mon écran plus vite que je ne pouvais les lire. Des collègues du secteur, d'anciens employés et même quelques concurrents directs m'identifiaient dans une publication sur LinkedIn. J'ai ouvert l'application et c'était là. Alexis l'avait réellement fait. Il avait enregistré la vidéo. Il était assis dans la salle du conseil boisé sombre du bureau familial. L'éclairage fluorescent au-dessus était cru et sans pitié, éclairant les cernes sombres sous ses yeux et la pellicule de sueur froide et nerveuse sur son front. Il ressemblait à un otage lisant une demande de rançon. Il n'y avait pas de téléprompteur. Il a regardé directement dans la lentille de la caméra, ayant l'air totalement vaincu, et a lu le texte exact que j'avais exigé, mot pour mot. Sa voix déraillait alors qu'il confessait la mauvaise gestion de la transition de direction. Il a admis son manque complet de connaissances opérationnelles. Il a déclaré explicitement que Gabriel était la seule raison pour laquelle l'entreprise avait prospéré pendant plus d'une décennie. Il a présenté ses excuses au chauffeur dévoué qui faisait actuellement face à des chèques de paie retardés, et il a demandé publiquement pardon aux clients concernant les défaillances catastrophiques récentes dans la chaîne du froid. C'était brut. C'était humiliant. C'était la vérité absolue et indiscutable diffusée directement à un réseau professionnel de milliers de spécialistes du secteur. Les retombées ont été instantanées et incroyablement brutales. En 1 heure, la vidéo comptait des centaines de partages et de commentaires dans le secteur de la logistique médicale. Elle est devenue totalement virale dans notre secteur niche. Puis le clou final dans le cercueil a été enfoncé. Le docteur Blanchard, le directeur incroyablement puissant de la Banque du Sang régionale, a repartagé la vidéo d'Alexis sur son propre réseau. Le docteur Blanchard a ajouté une seule phrase cinglante, « L'intégrité ne s'hérite pas », félicitant Gabriel pour son départ d'une structure d'entreprise profondément toxique et dangereusement négligente. Ce soutien public de l'une des figures médicales les plus respectées de l'État a été le coup de grâce. Les auditeurs de la banque, déjà très méfiants en raison des paiements fournisseurs manqués et de la perte soudaine et inexpliquée du contrat massif de Blanchard, se sont abattus sur l'entreprise familiale dès le lendemain matin comme des vautours. Lorsqu'ils ont ouvert les livres et découvert les fonds d'entretien détournés, les réserves de trésorerie épuisées et le manque critique de fonds de roulement, ils n'ont pas hésité une seconde. Ils ont immédiatement gelé toutes les lignes de crédit commercial. L'entreprise n'a pas pu payer les salaires ce vendredi-là. Lorsque les dépôts directs n'ont pas été crédités, les chauffeurs indépendants restants ont quitté le travail en masse. Ils ont abandonné la flotte de livraison directement sur le parking de l'entreprise, jetant leurs clés sur le bureau du répartiteur et s'en allant. Les retombées sociales et personnelles pour mes parents ont été encore pires que la ruine financière. Charles et Éléonore avaient passé des décennies à cultiver soigneusement, de manière obsessive, une image d'immense richesse, de stabilité et de prestige dans leur communauté de banlieue huppée. Ils adoraient organiser des dîners somptueux et tenir la cour au club de golf local, agissant comme s'ils étaient de la royauté. La vidéo LinkedIn a brisé cette façade soigneusement élaborée du jour au lendemain. J'ai appris par tante Thérèse, que j'ai finalement dû bloquer sur 3 numéros de téléphone différents parce qu'elle n'arrêtait pas d'appeler pour me hurler dessus, que l'atmosphère à leur club de golf est devenue instantanément glaciale. Des amis qui avaient assidûment assisté à leur dîner et bu leur vin coûteux ont soudainement cessé de répondre à leurs appels. Ils ont été discrètement désinvités des galas de charité. C'était comme assister aux funérailles de leur réputation sociale. Les rumeurs sur le divorce imminent d'Alexis, sa bataille perdue pour la garde des enfants et le scandale financier imminent sont devenus le sujet de conversation principal de chaque réunion de quartier. Mes parents, qui avaient toujours placé les apparences et le rang social au-dessus de la réalité et de la moralité,
étaient soudainement des parias dans leur propre royaume. Une semaine plus tard, Vincent, un concurrent impitoyable de notre marché qui rôdait comme un requin, a publiquement retiré son offre de rachat de l'entreprise familiale pour des bouchées de pain. Il a cité des passifs cachés insurmontables et est parti. Sans acheteur, sans crédit et sans client, l'entreprise familiale a officiellement déposé le bilan. La banque a saisi la flotte. Ils ont verrouillé les portes de l'immeuble de bureau et une société de remorquage a remorqué la Porsche noire rutilante d'Alexis directement depuis son allée, à la vue de tous ses voisins accusateurs. La confirmation ultime de ma victoire, cependant, n'est pas venue d'un document juridique ou d'un relevé bancaire, mais du hall de mon propre immeuble de logement de luxe. C'était un mardi soir. J'examinais les dernières projections trimestrielles de Vanguard, nous étions en hausse de 3 cents%. Lorsque le concierge a fait sonner mon interphone privé. « Monsieur Gabriel », a dit le concierge, sa voix étant polie mais très tendue. « Je m'excuse pour l'intrusion. Il y a une femme ici dans le hall qui prétend être votre mère. Elle n'a pas de rendez-vous et elle devient très émotive. Elle exige de vous parler. Je suis allé vers le moniteur de sécurité sur mon mur et j'ai affiché le flux caméra en direct du hall. Elle était là, Éléonore. Elle ne portait pas ses chemisiers en soie impeccable ni ses perles. Elle avait l'air débraillée, frénétique et incroyablement petite. Elle pleurait, serrant son sac de créateur, suppliant le garde de sécurité stoïque, lui disant qu'il y avait eu une terrible erreur et que sa famille s'effondrait. Elle avait besoin de son fils. Elle avait besoin que son cheval de trait vienne les sauver. J'ai fixé l'écran pendant un long moment. 1 an plus tôt, la vue de ma mère pleurant dans un hall public m'aurait brisé le cœur. Je serais descendu en courant, je l'aurais prise dans mes bras et j'aurais promis de tout réparer. Je me serais à nouveau brûlé juste pour la voir sourire. J'ai appuyé sur le bouton de l'interphone. Dites à cette femme que je ne connais personne portant ce nom, ai-je ordonné au concierge, ma voix étant parfaitement ferme et totalement dépourvue de toute émotion. Demandez-lui de quitter les lieux immédiatement. Si elle refuse, appelez la police et faites-la expulser pour violation de propriété. Bien compris, monsieur, a répondu le concierge sans hésiter. Je suis resté debout dans mon appartement calme et paisible et j'ai regardé le moniteur haute définition tandis que le garde de sécurité relayait le message. J'ai vu le visage d'Éléonore s'effondrer alors qu'elle réalisait la finalité absolue de ma décision. Je l'ai regardé se retourner lentement et sortir par les portes tournantes en verre, ses épaules affaissées dans la défaite, disparaissant dans la nuit froide de Chicago. Elle réalisait enfin que le pont qu'elle avait si ardemment brûlé dans ce restaurant de grillades était le seul chemin de retour vers la sécurité. Ils avaient absolument tout misé sur l'illusion du contrôle, sur la croyance arrogante que je me soumettrais toujours à mon devoir, et ils avaient perdu de manière spectaculaire. 6 mois se sont écoulés depuis la vente aux enchères de la faillite où les restes de l'héritage de ma famille ont été vendus en pièces détachées pour couvrir leurs dettes massives. Aujourd'hui, Vanguard Logistique ne fait pas que survivre, elle domine le marché. Nous exploitons une flotte massive de véhicules sous température contrôlée de pointe dans 5 États. Nous employons plus de 100 personnes, y compris Bernard, qui s'épanouit totalement dans son rôle de directeur des opérations de flotte. Notre taux de rétention des employés est le plus élevé du secteur du transport médical parce que je valorise réellement les personnes qui font le travail difficile. Nous avons récemment sécurisé un contrat fédéral massif sur plusieurs années qui a solidifié notre position en tant que premier cabinet de transport médical d'urgence absolue dans toute la région. Je me suis offert la promotion ultime, je suis passé du statut de cheval de trait non apprécié et exploité d'une famille profondément dysfonctionnelle à celui de seul propriétaire, fondateur et PDG d'une entreprise prospère et hautement respectée. J'ai bâti une culture d'entreprise totalement basée sur la transparence, le mérite et la responsabilité absolue. Personne n'obtient de bureau d'angle chez Vanguard en raison de son nom de famille, vous gagnez votre place à la table par le travail acharné, le dévouement et l'intégrité. Alexis, d'après ce que je comprends par le réseau du secteur, a finalisé son divorce. Sophie a obtenu la garde principale des enfants. Il a évité une condamnation pénale uniquement parce que la liquidation de la faillite a tout juste couvert la restitution qu'il lui devait. Il travaille actuellement comme chef d'équipe de niveau moyen dans un entrepôt régional, totalement dépouillé de ses titres, de ses voitures de luxe et de son orgueil non mérité. Mes parents ont été forcés de réduire leur train de vie, quittant leur immense propriété de banlieue pour un appartement modeste, vivant silencieusement et évitant les cercles sociaux qui les ont totalement exilés. La semaine dernière, j'avais une réunion de haut niveau en centre-ville avec un nouveau réseau hospitalier.
Alors que je sortais de la tour en verre du client, ajustant mon pardessus contre le froid, je me suis arrêté au coin de la rue, attendant que le feu du passage piéton change. J'ai regardé le long de l'avenue, et mes yeux se sont posés sur le vieux bâtiment en briques familier qui abritait autrefois l'entreprise familiale. Les lourdes lettres en laiton qui formaient autrefois notre nom de famille avaient été violemment arrachées de la façade en briques, laissant derrière elles des contours pâles et fantomatiques dans la maçonnerie. Les fenêtres étaient entièrement sombres. Un panneau, à louer, décoloré et corné pendait à la vitre avant, flottant légèrement au vent. Un an plus tôt, regarder ce bâtiment vide m'aurait rempli d'un chagrin profond et écrasant. J'aurais pleuré la perte angoissante de ma jeunesse, les nuits tardives, les vacances manquées et l'amour que je n'ai jamais reçu des personnes qui étaient censées me protéger. Mais debout à ce carrefour animé, entouré du bruit de la ville, je n'ai absolument rien ressenti. Pas de colère, pas de tristesse, aucun désir persistant de vengeance. Le bâtiment n'était qu'une coquille vide de briques et de verre. La vie, la valeur immense et le vrai pouvoir n'avaient jamais résidé dans ce bâtiment ni dans le nom de famille, ils avaient toujours été en moi. J'ai relevé mon col contre le vent de Chicago, j'ai souri en moi-même et je me suis éloigné, retournant à mon propre siège social où ma vraie équipe m'attendait.